diversité, proximité, vous êtes sur RGB. RGB 99.2, radio-rgb.net. Dans une rue de Paname, errant au bord de l'eau, je fumais mon Amsterdam pour finir au bistrot. Y avait là 2-3 femmes qui faisaient le tapin. Moi j'aiguisais ma lame pour planter les rupins. RGB 99.2. J'ai grandi dans le 9-5 à Cergy, mon petit paradis, ma sweet banlieue pourrie. Dans le coin c'est l'Oise qui coule la mie, pas le Danube ni le Mississippi. Si c'est Cergy. RGB, votre radio locale, sur 99.2. RGB, en direct de Cergy-Pontoise, 99.2 FM. Je vis dans un monde de son, dans un bel univers où l'on parle de la chanson, où l'harmonie est dans l'air. Je vis dans un monde de son, dans un drôle d'univers où l'on parle de la chanson, où l'harmonie est dans l'air. RGB, votre radio locale, 99.2. Diversité, proximité, vous êtes sur RGB. RGB 99.2, radio-rgb.net. Dans une rue de Paname, errant au bord de l'eau, je fumais mon Amsterdam pour finir au bistrot. Y avait là 2-3 femmes qui faisaient le tapin. Moi j'aiguisais ma lame pour planter les rupins. RGB 99.2. J'ai grandi dans le 9-5 à Cergy, mon petit paradis, ma sweet banlieue pourrie. Dans le coin c'est l'Oise qui coule la mie, pas le Danube ni le Mississippi. Si c'est Cergy. RGB, votre radio locale, sur 99.2. RGB, en direct de Cergy-Pontoise, 99.2 FM. Je vis dans un monde de son, dans un bel univers où l'on parle de la chanson, où l'harmonie est dans l'air. Je vis dans un monde de son, dans un drôle d'univers où l'on parle de la chanson, où l'harmonie est dans l'air. Une heure autour d'une équipe de consultants, retour sur des résultats, sur un quiz, un débat, un coup de cœur, un coup de gueule de la culture foot. En dernière partie d'émission, un invité sera avec nous pour revenir sur ses débuts, ses émotions, ses défaites, ses victoires, ses ambitions. Un acteur du ballon rond qui se livre comme il le fait rarement. On vous attend chaque semaine au 100% football amateur sur RGB 99.2 FM le lundi de 19h à 20h et réécoutez l'émission sur radio-rgb.net.
L'événement de la semaine, c'est ici sur RGB 99.2 FM, à Cergy et nulle part ailleurs. C'est l'homme qui a fait grimper l'AG Auxerre de la D3 aux soirées européennes. Visionnaire, bâtisseur, il a marqué le football français bien au-delà du banc de touche. Giroud, c'est plus qu'un entraîneur, c'est le premier invité du 100% football amateur ce soir. Heureux de vous retrouver en ce début de semaine pour ce 3e numéro. Les titres pour commencer. Giroud revient sur ses victoires en Coupe de France. Le 3e tour confirme la magie de la Coupe de France. Et Sébastien Losange, la simplicité au service du RC Gonesse. Pour m'accompagner, je vous présente ma team 2 étoiles. Mehdi Oudni, comment vas-tu Mehdi ? Très bien Farid. Tout va bien ? Tout va bien. Tout va bien. Toujours aussi bronzé, par contre ça c'est pas normal. On traîne un peu encore, on profite des derniers rayons de soleil. J'espère que ça va durer. J'espère. En tout cas ça te va toujours aussi bien. À tes côtés il y a Kevin Bérébi. Comment vas-tu Kevin ? Bien, merci. Par contre toi t'as gardé la veste. Moi j'ai gardé la veste. Ouais. Je me dis qu'on est à l'intérieur, je verrai après peut-être avec l'ambiance de l'émission. Exactement. En tout cas merci messieurs d'être à mes côtés. Voici le programme mesdames, messieurs. Recordman du nombre de titres de Coupe de France à 4 reprises en 1994, 96, 2003, 2005 et finaliste en 1979. Giroud est avec nous dans quelques minutes au téléphone pour nous raconter la Coupe de France. La 109e édition de la Coupe de France a repris donc ce week-end en région parisienne avec le 3e tour, promettant déjà des surprises. On en parle en seconde partie d'émission. C'était un joueur avec des qualités de vitesse, de percussion. Aujourd'hui, il est au RC Gonesse pour mener à bien le projet. Sébastien Losange est notre invité interview ce soir. Bienvenue à ce micro, Sébastien. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Et j'ai l'impression que ça va être une très très belle émission. Exactement, t'en fais partie et merci d'avoir accepté cette invitation. Première radio ? Première radio pour moi. Bon, tu verras, tout va bien se passer. Merci messieurs en tout cas, on va commencer le 100% football amateur sur RGB 99.2 FM, c'est maintenant, soyez les bienvenus. Le 100% football amateur, l'instant foot. Nous avons l'honneur de recevoir une figure emblématique du football français et connue pour avoir été l'entraîneur mythique de l'AG Auxerre pendant plus de 40 ans, Monsieur Giroud. Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir Monsieur Giroud, comment allez-vous ? Très bien, très bien. Monsieur Giroud, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui rendait pour vous la Coupe de France si particulière, presque magique ? Oui, elle a été magique, mais pas dès le début de ma carrière. Quand nous étions, vous avez dit qu'on est parti de la 3e division, non, c'était de la division d'honneur, autrement dit en gros le R1 actuel. On n'a pas fait d'exploits, pratiquement pas. On a fait une fois un match nul avec Guignon qui était en CFA et 0-0 et on a perdu au 2e match. Et puis c'est tout. Et c'est arrivé progressivement, pendant longtemps, au milieu, enfin sans passer vraiment de tour. Et puis tout d'un coup, on a été en finale. Mais pour vous, Monsieur Giroud, la Coupe de France a toujours été un moment magique ? Oui, c'est une autre manière de faire de la compétition. On ne peut pas se rattraper. Je disais toujours, les fois où on avait perdu, nous sommes qualifiés pour le premier tour de l'année prochaine. C'est vrai. Très belle phrase. On est un peu triste quand ça arrive. Il y a des présidents qui adorent la Coupe de France, beaucoup, dont le mien, et qui ne supportent pas de perdre, alors que ça arrive quand même très souvent. Ça arrive au moins... C'est vrai, l'avantage de la Coupe de France, on ne peut perdre qu'une fois par an. Tout à fait. Monsieur Giroud, parmi vos victoires de 1994, 96, 2003 et 2005, laquelle garde la saveur la plus forte ? C'est la première que j'ai perdue. Ah oui. Parce que d'abord, dans le déroulé des matchs de qualification, nous avons rencontré Montpellier qui était 9e, Lille qui était 6e, Strasbourg qui était premier, qui était champion de France, pour les éliminer. Et donc c'était déjà très difficile. Et puis on a joué cette finale contre Nantes
On était 1-1 à la fin du temps réglementaire. Et puis il y a eu une petite erreur d'arbitrage à la première minute de la prolongation. L'arbitre a sifflé un coup franc pour nous et s'est dirigé vers le camp adverse. Et les Nantais, ils avaient un Argentin très malin qui a pris le ballon, qui l'a joué vers l'avant. Ça a surpris M. Vautreau, qui était l'arbitre. Il a laissé faire et ils ont marqué un but comme à la parade. À la parade. Alors ça nous a... On était très fatigués d'avoir fait match nul déjà 1-1 contre Nantes, qui était l'une des 2-3 grandes équipes du moment. Et là, on s'est écroulé, on a perdu 4-1. En tout cas, de très bons souvenirs. Vous vous en rappelez comme si Oui, c'était hier, M. Guiraud. Et puis, comme on n'avait jamais rien fait en Coupe de France, ça a été un détonateur formidable dans la ville d'Auxerre. Et puis, on avait tourné un film, mon équipe avait tourné un film dont j'étais d'ailleurs conseiller technique, Coup de tête. Et Coup de tête, c'était un chef-d'œuvre de l'époque. Et c'était l'histoire d'un club qui s'appelait Trinquant au lieu de s'appeler Auxerre. Et qui a... Enfin, il y avait à l'intérieur avec des grands acteurs, un grand metteur en scène. Les joueurs ont cru qu'ils allaient jouer le titre pendant le tournage du film, et puis ils l'ont cru après pour de vrai. Merci pour cette anecdote, M. Guiraud. Avant de laisser la parole aux consultants Mehdi et Kevin, votre formation était connue quand même pour éviter, ou presque toujours, les pièges tendus par les clubs de niveau amateur. Alors, j'ai pas mis ça tout de suite comme principe, et j'ai perdu contre tout le monde, puisque j'ai jamais été, avant la finale, j'ai jamais été loin. Mais après, j'avais décidé qu'on ne perdrait pas en Coupe de France. On n'avait pas le droit de perdre en Coupe de France contre un moins fort. Et c'est arrivé en fait 2 fois. C'est arrivé à 3. Malheureusement avec aussi une erreur d'arbitrage. Mais enfin, on n'aurait pas gagné. L'erreur d'arbitrage aurait permis de continuer à jouer avec un nul. Et puis le dernier match de ma carrière, c'était à Brive. C'est le problème d'hors-jeu de Djibril Cissé. Il allait tellement vite que très souvent il était sifflé hors-jeu. C'est ça, qu'il l'était c'est pas. ça, il allait même trop vite pour l'arbitre. Oui, pour le juge de touche. En effet. D'accord, très bien. Merci en tout cas, M. Guiraud. Je laisse la parole à Mehdi. Bonjour, M. Guiraud. Un honneur de vous avoir. Moi, j'aimerais savoir, on voit tellement de surprises à des moments, peu importe au niveau de la compétition. Est-ce que les clubs, notamment professionnels ou semi-professionnels, ne prennent pas ça avec facilité régulièrement, parce qu'on voit tellement de surprises. On entend qu'une équipe a tellement envie de se surpasser pour pouvoir battre cette équipe, mais avec votre expérience, comment vous voyez tout ça, le fait qu'il y a tellement de surprises? Tant que jusqu'à 78-79, où nous avons résisté à des clubs qui étaient... Nous étions en 2e division et nous avons battu des premières divisions, mais je ne m'étais pas trop arrêté à ce problème-là, et je vous ai dit, après, il faut faire un énorme problème, un énorme effort de persuasion auprès des joueurs, auprès de tout le monde. Ça commençait dès le tirage au sort. J'envoyais un ami, un ancien joueur de mon équipe, au tirage au sort qui avait lieu à Paris. Et si on tombait contre un moins fort, théoriquement, quelqu'un d'une division inférieure, si jamais mon joueur qui était là-bas amorçait l'ombre d'un quart de 12e de sourire, il était vidé, il ne retournait plus jamais au tirage au sort. Et après, ça se continuait. Je me renseignais comme un fou. Bon, évidemment, avec la longueur de ma carrière, j'avais dans toute la France un réseau extrêmement fort de renseignements. Et donc, quand mes joueurs venaient le lendemain matin, au tableau, il y avait l'équipe adverse. Il y avait en craie de couleur
les meilleurs, les buteurs, il y avait marqué B, 2 buts, 12 buts, etc. Enfin, il y avait déjà une préparation énorme, mais encore plus énorme quand c'était un petit club que quand c'était un grand. Évidemment, quand c'était un grand club de première division, il faut faire le boulot. Quand on a rencontré Strasbourg, qui était champion de France depuis une semaine, bien sûr qu'on a fait le boulot, puis on les a éliminés au but marqué à l'extérieur. Mais quand on rencontre un moins fort, alors vous avez un mot qui est interdit chez moi, c'est quand même. Vous avez le président qui arrive, il dit oui, mais quand même, c'est un bon tirage. Si le président, vous allez pleurer lundi. C'est très bien résumé. Merci, Monsieur Giroud. Je laisse la parole à Kevin. Ça peut pas être résumé comme ça. C'était dans tous les détails. Par exemple, j'avais l'habitude de partir à l'extérieur toujours la veille en championnat et de dormir à l'hôtel avec mon équipe, de faire un petit entraînement le matin. Eh bien, quand nous rencontrions une équipe amateur de 4-5 divisions en dessous, c'était la même chose. Et ils savaient qu'ils passeraient une très mauvaise semaine s'ils se faisaient éliminer. Ce qui fait que sur les 10 dernières années, on s'est presque plus fait éliminer. Ouais, comme quoi, c'était la bonne recette. Je laisse la parole à Kevin. Bonsoir Monsieur Giroud, honoré également de pouvoir discuter avec vous. J'écoutais le très bon Campo, l'émission de Smaïl Bouabdella dans laquelle Djibril Cissé est intervenu il y a pas très longtemps. On lui posait la question de savoir quel était son meilleur souvenir en carrière. Lui, alors qu'il a gagné la Ligue des Champions avec Liverpool en 2005, il a dit que c'était sa victoire en Coupe de France avec Auxerre en 2003, parce que c'était avec ses camarades de promotion du centre de formation, que c'était avec son club formateur. Vous, avec une carrière relativement riche, en restant modeste, vous avez quand même gagné pas mal de titres. Quelles sont les 2 ou 3 meilleures saisons, ou une seule si vous en avez, de votre carrière? Est-ce que c'est le doublé en 96? Est-ce que c'est la génération Cissé, Capot, Mexès en 2003, etc. Voilà, quelle est la meilleure saison de votre carrière? Bon, c'est évidemment la saison du doublé, parce que c'est très dur de faire un doublé. On avait 10 points de retard à Noël sur Paris Saint-Germain. Exactement, de Luis Fernandez. Et on a petit à petit remonté, et on est arrivé à aller au-delà, à être premier le dernier match. Donc c'est la saison la plus décisive, la plus difficile. L'année où Paris gagne une Coupe d'Europe en plus. C'est vrai. Et alors ça, je vais vous le dire à vous, parce que il y a longtemps qu'on m'a pas appelé à la radio, et surtout pour un sujet comme la Coupe de France, c'est très gentil de votre part. Je vais vous dire que ça nous a beaucoup aidé que Paris joue la Coupe d'Europe. Parce qu'ils étaient un peu grisés avec ça, ils ont oublié le championnat. Ils n'ont plus besoin de ça maintenant. Enfin, oublié. On les a petit à petit grignotés pendant les 6 mois de l'année. Et vous l'avez gagné, et les points ont été gagnés sur le terrain. Et donc bravo à vous. Pour un peu rebondir sur la question de Mehdi de tout à l'heure, Monsieur Giroud, on voit toujours autant de surprises. C'est le niveau des amateurs qui a progressé, ou c'est le niveau des professionnels qui a baissé? Non, alors, le football français est en train d'évoluer mal. La Coupe de France, qui était un jour de grande fête, même dans les premiers tours, dans les journaux régionaux, nous, c'est Lyon Républicaine, aujourd'hui, il n'y a même pas les résultats. La disparition de France Football est une catastrophe pour tous les gens qui, comme moi, ne savent pas se servir d'un ordinateur. Mais avec France Football, là, j'en ai regardé quelques anciens. Il y avait tout, il y avait jusqu'à la division d'honneur. C'est vrai. Les résultats, la Coupe de France dès le 2e tour. Tout ça, ça n'existe plus. France Football n'existe plus. Il faut avoir un ordinateur. Mais un ordinateur, si je veux savoir ce que Colmar, ma ville natale, a fait, j'y arrive, mais je vais pas trouver dans le même appel le club de la région parisienne que vous représentez. Donc
il y a beaucoup moins de popularité. Et puis, avec la profusion, même si on n'a pas les droits télé, il y a une profusion de télévision, de football, hein, Oui, de c'est tous vrai. les pays. Même, je me suis abonné sans le faire exprès. Je suis abonné au championnat de France, et sans le faire exprès, on me donne le championnat d'Italie. C'est amusant, quand même. Bon. Et alors, mais quand même, j'ai regardé, j'ai pas fini de regarder parce que dans l'Union républicaine, il n'y a pas les résultats régionaux et je voulais savoir ce qu'avait fait mon village d'origine à Poigny, vous voyez. Alors tout ça, ça nuit beaucoup. La fédération s'est complètement emmêlé les pieds en changeant, en faisant descendre 4 équipes d'une division, 6 de l'autre. Elle a remélangé les clubs, elle a tué le football dans beaucoup de chefs-lieux, de départements. Parce que vous aviez, comme Auxerre, avant de monter, on était en DH, alors on faisait 500-600 spectateurs tous les dimanches. Avec la buvette, ça faisait une bonne recette. Et puis, la fois où on rencontrait le leader, alors on faisait 1200 ou 1500. Et puis, quand on rencontrait l'autre équipe d'Auxerre, on faisait du monde aussi. Tout ça, c'est fini. On ne sait plus où on en est. J'ai du mal, je viens de découvrir notre équipe B. Je disais toujours, l'équipe B, elle est en 3e division. Pas du tout, elle est en 5e division. Ah oui. Oh là là, avec des pros dedans. C'est incroyable, quoi. C'est vrai que c'est peu lisible et, et pas simple. Un championnat à 16. Mais alors, ça fait 30 dimanches. Ils ne se sont pas aperçus qu'il y en a 52 dans l'année. Les ligues, qu'est-ce qu'ils font avec leurs employés? Déjà, ils coupent en décembre et janvier, comme s'il y avait de la neige. Il y a de la neige encore sur le Mont Blanc, mais on ne joue pas au foot. Mais par rapport à tout ce que vous dites, Monsieur Giroud, pourquoi vous n'êtes pas à la Fédération française de football? Parce que je pense que ma carrière a été bien remplie. Et on ne peut pas... ceux qui font le football, les dirigeants, les présidents, les dirigeants, et les entraîneurs et les joueurs, ils ne peuvent pas être en même temps ceux qui le gèrent. Il faut que ce soit des gens neutres. Alors la fédération, là, je ne leur reprocherai pas du tout je dirais jamais qu'ils ne sont pas honnêtes, ils sont complètement honnêtes, mais là, ils sont mélangés. Je ne comprends pas les évolutions. Je comprends pourquoi on joue à 18 en première division, c'est parce que c'est pour permettre aux 3-4 seniors qui règnent sur cette division d'avoir moins de matchs contre nous. Un jour, ils joueront un jour à 4. Ils auront des joueurs frais comme ça. C'est pas faux, exactement. En tout cas, sachez, Monsieur Giroud, que si vous voulez avoir des nouvelles du football amateur en région parisienne, mais même si parfois on essaie de parler de tous les footballs amateurs, n'hésitez pas à nous écouter sur 99.2 FM. Ça sera toujours avec grand plaisir de vous faire intervenir si vous êtes disponible. Faites-moi intervenir si vous voulez, mais autrement, je suis un arriéré en digital, mais un arriéré complet. À la radio, ça passe bien en tout cas. Oui, ça va, mais essayez pas de me faire marcher un ordinateur. J'en ai un, il est dans ma 2e cave et il est tout rouillé. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, Monsieur Giroud, c'était vraiment un plaisir d'échanger quelques minutes avec vous et merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, mes amis. Et vous pouvez me rappeler quand vous voulez, vous faites comme ça, vous me rappelez à l'avance. Très bien. Et puis je retiens mon moment. Je dois vous dire en finissant que j'ai eu un moment de plaisir avec vous. C'était un plaisir partagé, Monsieur Giroud. Voilà, au revoir. Merci, au revoir. Merci. C'est vrai que je l'ai senti ému, tout comme nous, autour du plateau. Franchement, grand moment. Bon moment. Toujours à l'aise, toujours accessible, surtout. J'ai un peu de frisson pour vous dire. C'est vrai. Et puis l'humilité pour ça fait plaisir, sacrée franchement. Carrière. Encore des personnes accessibles, malgré un palmarès, vous l'avez mentionné, exceptionnel. Plus long que mes 2 bras. Puis on n'en aura plus des coachs comme ça, on n'en aura plus. Autant en profiter. Exactement, autant en profiter. Et M. Giroud, il ne sait pas, mais il va souvent passer à la radio maintenant.
Bon, voilà, en tout cas, c'était vraiment très plaisant. Toujours en compagnie de Mehdi et de Kevin. Il est 19h, bientôt 23. On revient sur les surprises du week-end. Le 100% football amateur, les résultats. Retour sur le 3e tour de la Coupe de France et il y avait de belles affiches et je sais que pour clôturer, Kevin Bérébi a un petit coup de gueule et je lui laisserai la parole, et à Mehdi bien sûr, je lui laisserai aussi la parole. Je vous donne rapidement quelques résultats, je ne pourrais pas tous les mentionner bien sûr. Jouy-le-Moutier a perdu sèchement sur son terrain face à une régionale 3 Saint-Michel, 6-0. Muro est parti l'emporter sur le terrain de Franconville, l'équipe entraînée par David Pinto, 2-1. Donc belle partie quand même de l'équipe de David. Sarcelles l'a emporté au penalty sur le terrain de Gargenville. Ils étaient menés 2-0 à 10 contre 11. Ils l'ont emporté au tir au but 3-2. La Colombienne est partie l'emporter sur le terrain d'Oni du coach Hervé Montadour. 2-0. Noisy-le-Sec est parti l'emporter également sur le même score sur le terrain de Marly-le-Roi. Le FC Argenteuil, Régional 3, a battu Aulnésienne, Régional 1, 2-1. Blanc-Ménil a assuré le match en battant 3-0 le RC Argenteuil. Il nous en parlera tout à l'heure, Sébastien. Le RC Gonesse, départemental 1, a battu Maison Alfort 3-1, équipe de Régional 3. Bravo au RC Gonesse. Le S Herblay est parti l'emporter sur le terrain d'ici, FC 2-1. Saint-Leu a aussi fait belle figure. L'équipe coachée par Ben Ali a perdu uniquement d'1-0. Encaissé à la 60e minute, le but. Et une des surprises, Triel, départemental 3, a battu au tir au but, certes, mais a battu au tir au but l'Entente Saint-Denis-Gratien, qui vient de descendre en Régional 1, 4-1, comme quoi Dominique n'est pas gagné. Allez, je laisse la parole à Kevin. Ouais, alors je vais aller un peu plus loin que les résultats juste de ce week-end en Coupe de France. Je crois que j'ai compté rapidement, il y a une dizaine d'éliminations pour 6 qualifications. Il y a des belles perfs. Il y a Gonesse qui sort une équipe hiérarchiquement supérieure. Il y a Argenteuil qui sort Aulnésienne. Enfin, voilà, il y a quelques belles perfs. Il y a malheureusement quelques couacs. Alors on pense à Sannois, évidemment, parce que c'est retentissant. Saint-Olomone, malheureusement, qui est l'étendard du département au niveau senior, c'est vrai, qui est aussi éliminé. Bon, en soi, il n'y a rien de dramatique, ça peut arriver. Bon. Ça, je ne vais pas rester longtemps sur le sujet parce que ça reste le fait d'une journée. Par contre, le football dans le Val d'Oise, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que les dirigeants, les responsables techniques se posent des questions. Pourquoi ? Parce que quand on fait un bilan de ce qui se passe depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années dans le département, il y a une espèce de paupérisation, pas seulement des résultats, parce que évidemment les résultats, c'est ce qu'on voit in fine, mais il y a un problème de continuité dans les projets. Il y a des communes avec beaucoup d'habitants, avec des super installations. Je vais citer personne parce que je suis pas là pour allumer tel ou tel club. Mais quand on était au téléphone avec Giroud, qui a fait d'une ville de 10 000 habitants à peu près une équipe championne de France, même si c'était il y a une trentaine d'années presque. Ça reste une performance exceptionnelle. Exactement. Plus proche de nous, dans l'Oise, il y a un club qui ressemble étrangement à Auxerre, qui est monté jusqu'en Ligue 2, sans beaucoup de moyens, avec des valeurs, avec un projet, avec un coach qui est resté une vingtaine d'années sur le banc. Je présume que tu parles de Chambly. Par exemple, voilà, sans le citer. Et Bruno Ludzi, je pense. Bruno Ludzi, voilà. Alors, j'en ai pas parlé parce que Giroud, il avait sûrement autre chose à faire, mais souvent, Bruno a été comparé à Giroud pour sa longévité, pour les valeurs familiales, pour le terroir, enfin, quelque part. C'est des zones qui sont pas forcément amenées à avoir un public avec beaucoup de joueurs qui peuvent sortir, mais ça travaille, c'est patient. Aujourd'hui, le Val d'Oise, il y a un coach qui fait un peu moins l'affaire sur une saison ou sur 6 mois, ça saute. Il y a un problème de continuité. Mais tu penses, Kevin, je te coupe, mais tu penses que c'est pas le cas partout ? Dans Je sais pas, d'autres départements ? je pensais à, je crois que c'est Philippe Clément, alors j'ai peur de me tromper son nom, je crois que c'est le coach de Div Cabourg, qui est aujourd'hui en National 3, qui a fêté, je crois, son 1000e match la saison dernière sur le banc. Ça, c'est assez rare, quand même. Ouais, c'est rare, bien sûr, sauf qu'il est parti d'un petit projet, il a travaillé.
Et on avait reçu, j'étais là à cette époque-là avec Farid, on avait reçu Siné Danioko qui était manager du FC 93. Et il avait un discours que j'entends quasiment jamais sur les pseudo-dirigeants dans le Val d'Oise, parce que je suis désolé de taper sur eux, mais pour le coup, c'est eux qui sont décideurs. Les dirigeants, souvent, sont catastrophiques. Ils ont des budgets importants à gérer. Ils ont des centaines de licenciés à gérer. Ils ont quand même des devoirs vis-à-vis de ces personnes-là. Et souvent, OK, il y a une question de moyens. Les budgets sont restreints. Le milieu associatif va pas dans le bon sens. Mais c'est souvent des gens qui ont la bougeotte, qui se prennent pour des dirigeants de clubs de Ligue 1. Et Siné disait... on va peut-être descendre une année dans une catégorie, c'est pas dramatique. Si on travaille, à un moment donné, on va y revenir. Et il y a le prisme du résultat, qui est la finalité. On est jugé là-dessus comme tout coach et on accepte la sentence parce que ça fait partie du job. Mais il faut aussi, des fois, aller un peu plus loin dans la réflexion, se demander si le coach travaille correctement avec les moyens dont il dispose. Moi, j'ai bossé un petit peu plus haut dans le football et j'ai vu le coach de Clermont, Pascal Gastien, à un moment donné, qui est monté jusqu'en Ligue 1 avec le 10e budget. Je veux dire, c'est des coachs qui travaillent dans la durée. Ils sont redescendus. Bon, il n'y a rien de mal à ce que Clermont redescende en Ligue 2. Il n'y a rien de scandaleux. Ok, c'est dommage pour la ville, c'est dommage pour le club. Mais le résultat ne doit pas être la finalité. Mais bizarrement, les résultats arrivent très souvent quand il y a une continuité et un vrai projet. Et je pense que dans pas mal de clubs du Val d'Oise, on en manque cruellement. Le message est passé, Kevin. Est-ce que tu partages, Mehdi ? Ouais, je partage pas mal parce que je le vois au quotidien. Quand tu es autour d'une main courante, tout de suite, les premiers mots qui arrivent, c'est si le coach a déjà perdu un match, ça va être qui le prochain ? Et moi, je trouve ça dommage. C'est vrai qu'on a du mal à garder de coach sur un projet, sur un long terme. Après, qui décide dans le club ? Parce qu'on a un président, on a un directeur technique. Quel est le rôle de ces personnes-là ? Parce que le directeur technique, il peut décider de dire, voilà, moi je continue avec lui, malgré qu'il y a 3-4 défaites, on n'est pas dedans, mais on continue ensemble. Et puis le président qui intervient, qui dit, moi non, moi on continue pas, on passe à autre chose. Et c'est un petit peu dommage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de coachs qui sont originaires du Val d'Oise, qui vont dans d'autres départements, parce qu'ils voient qu'ici, ils n'ont pas leur chance, voilà, tout simplement. Oui, c'est vrai qu'il faut faire attention. Il faut laisser le temps au temps, comme on dit. C'est peut-être une phrase bateau, mais il faudrait peut-être l'avoir en tête. Je le rappelle aussi à nos auditeurs et auditrices, les vainqueurs, pour garder un peu, rebondir sur du positif, les vainqueurs des matchs du 3e tour ont gagné leur jeu de maillot de la compétition. Et donc, ça me permet de tourner la tête vers mon invité, Sébastien Losange. Lui, il fait partie des vainqueurs. Peux-tu nous parler de ton match ? Alors, je vais parler de mon match, mais j'aimerais bien revenir sur ce que Kevin et Mehdi ont souligné. Je pense que tout le monde est pressé. Tout le monde veut aller très vite. Je pense que même on veut aller trop vite. On regarde un petit peu trop ce que les clubs professionnels font et on oublie qu'on est en amateur. Et qu'en amateur, ça prend beaucoup plus de temps. C'est-à-dire que le coach, il a ses joueurs dans la semaine 2 ou 3 fois. Donc pour pouvoir mettre un projet de jeu, pour pouvoir donner une identité, ça va prendre plus de temps qu'un coach professionnel. Et les coachs professionnels, on l'a vu avec Luis Enrique, il a pris du temps pour pouvoir avoir l'équipe qu'il a aujourd'hui. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie où on est, d'où on part, avec quels moyens on part aussi. Et surtout, le public qu'on a. C'est-à-dire qu'on a une équipe, ok, l'objectif c'est sûrement de monter. Mais dans un championnat, on est 12. Si moi, j'ai envie de monter, peut-être qu'il y a d'autres équipes aussi qui veulent monter. Oui, si moi, j'ai tel projet, il y a d'autres équipes. Et après, ça dépend des moyens qu'on peut mettre en place. Donc, je pense il faut être patient. Il faut être patient, même si on sait que voilà, le foot, c'est le sport populaire. Tout le monde l'aime, tout le monde le regarde. Tout le monde veut être en haut. Mais je pense qu'avant d'être en haut, il y a un travail à faire qui se fait sur des années. Et pas sur 2-3 mois où tout le monde va aller trop vite. Donc voilà. Vas-y. On parle de moyens. Les clubs en ont peu pour la majorité, mais ils vont mettre ça sur des joueurs parce que le potentiel joueur est évidemment la matière première, comme on dit. Évidemment, si on a les meilleurs joueurs, c'est plus facile de gagner. Mais il faut savoir que des fois, au niveau départemental, des équipes dans ta division, malheureusement assez bien renseignées, tu as des équipes qui vont filer 150 € de prime de match à des joueurs en D1. Je me dis 150 € de prime de match, ça commence à faire beaucoup d'argent quand tu as les 14 joueurs à payer à la fin. Exactement. Donc lâcher 2000 € pour une victoire,
Ok, très bien. Mais peut-être que rajouter, je sais pas, un accompagnateur sur l'équipe, je vais dire un adjoint, un préparateur physique, je sais pas. Après, les clubs travaillent comme ils veulent. On trouve pas l'argent pour ces gens-là. On trouve pas le moyen de rajouter de la compétence. Ok, il faut un peu d'argent sur les joueurs, j'en ai conscience. Mais comment on veut faire ? Et là, tu parles de prime de match. Ah oui, alors encore c'est autre chose. Alors qu'il y a d'autres choses aussi. Mais c'est vrai que ce serait bien de pouvoir investir sur le matériel, sur avoir un staff compétent qui puisse amener l'équipe là où on veut l'emmener en fait. Donc voilà. Après, sur ta question, par rapport à la victoire d'hier. À la victoire d'hier, c'était un bon match contre une équipe de R3, Maison Alfort. Donc cette année, c'est Manu Lemoine qui est le coach principal du RC Gonesse, qui est arrivé. On a repris le 18 août. La victoire nous permet de partir sur une bonne dynamique. C'est toujours intéressant de gagner, et surtout contre une équipe qui normalement est censée nous battre. Ça donne une bonne énergie au groupe, bonne énergie. Je pense que les 2-3 semaines où on les a fait courir, où je pense qu'ils avaient envie de nous insulter, ont payé. Je pense que c'est déjà une... En tout cas, ça vous a donné raison. Voilà, ça nous a donné raison, et je pense que c'est une première marche. Maintenant, il en reste d'autres. Après, concernant la coupe, on sait qu'on ne va pas la gagner. C'est surtout pour les joueurs. C'est la vision qu'on a avec Manu, c'est que plus ils iront loin, déjà ils auront des maillots. Donc c'est toujours une bonne chose de pouvoir avoir des maillots. Des souvenirs. Des souvenirs, voilà, au quotidien. Voilà, t'ouvres ton armoire, tu dis, telle année, j'ai gagné, j'ai eu la chance d'avoir un maillot de Coupe de France. Et ça permet aussi pour les plus jeunes, parce qu'il faut pas qu'on l'oublie, pour les plus jeunes, se confronter à des équipes qui sont censées être beaucoup plus fortes pour pouvoir se jauger, voir est-ce que dans 1 ou 2 ans, est-ce que je peux aller voir plus haut ou pas. Et pour les anciens, de se dire, c'est vrai que parce qu'il y a des joueurs qui ont joué beaucoup plus haut, qui redescendent, se dire que même si j'ai arrêté, j'ai encore le niveau pour pouvoir me battre sur le terrain. Donc je pense que c'est une bonne chose pour nous. Après, la saison est très longue. Exactement, la saison est très longue, mais autant profiter de ces moments de victoire. Merci Sébastien d'avoir répondu à cette question de Coupe de France. C'est terminé avec la page résultats. Merci messieurs. On finit avec Tiloz. Le 100% football amateur, l'invité. Oui, on essaie toujours d'avoir des bonnes infos. Discret, observateur, personne de confiance, complémentaire avec Manu Lemoine au RC Gonesse. Nous avons donc le plaisir de recevoir en plateau Sébastien Losange. Première question toute simple. Sébastien, quel est ton premier souvenir de football ? Mon premier souvenir de football. Alors j'ai tellement de souvenirs. J'ai énormément de souvenirs. C'est bizarre quand même. Alors, en tant que joueur ou... Oui, le premier qui te vient en tête. Le premier qui me vient en tête, je vais dire en tant que joueur, c'est là où j'ai commencé, à l'ASS Sarcelles. Donc le club est en bleu et jaune. Et on devait acheter... T'avais quel âge à l'époque ? Je crois que je devais avoir 6 ans. D'accord. Je devais avoir 6 ans. Et avec mon père, on cherchait des chaussettes bleues pour pouvoir jouer le week-end, et on n'en a pas trouvé. Et mon père m'a dit que on va prendre n'importe quelle paire de chaussettes. On va prendre une paire de chaussettes rouges. On a pris la paire de chaussettes rouges. On est allé au stade lors de... Je crois qu'on avait des matchs. C'était des matchs. C'était des tournois. Et je me rappelle que y a des petits garçons qui se moquaient un petit peu de moi par rapport à mes chaussettes rouges, parce que tout le monde avait des chaussettes bleues. Et moi, étant un garçon très... on va dire qui aime bien les challenges, qui aime bien... vous vous moquez de moi, je vais pouvoir vous montrer. Je me rappelle que ce tournoi-là, j'avais terminé meilleur buteur. Ah oui. Donc, on t'a légèrement énervé, quoi. Ça m'avait titillé, et j'en avais profité pour faire en sorte qu'il puisse se taire. Mais c'est vrai que c'était un excellent souvenir, et surtout que voilà, j'étais
j'étais avec mes petits copains dans la ville où j'ai grandi. D'accord. Bon, je passe le message à tes joueurs de l'équipe qu'ils ne mettent surtout pas de chaussettes rouges. Ça risque de te titiller un petit peu. Devenir coach, Oui. Sébastien, c'était une évidence ou une vocation ? Alors, c'était pas une évidence du tout. C'était pas une évidence du tout parce que quand je jouais, je me voyais pas passer de l'autre côté. Je me voyais pas. Je pensais que je n'avais pas la patience. Parce qu'en fait, quand on est en tant que joueur, on est très égoïste. On pense à moi. Moi, je veux jouer. Moi, ceci, moi, cela. Je mets mes crampons, je mets mes baskets. Et on doit me faire jouer. Le fait de devenir éducateur est arrivé beaucoup plus tard. Ça fait que 5 ans que je commence à être éducateur. Et ça fait, alors que j'ai 40 ans bientôt, et j'ai commencé le foot à 6 ans. Donc toutes ces années-là, je ne voyais pas être éducateur parce que je ne pensais pas avoir cette fibre-là. Et plus les années sont passées, plus j'ai commencé à me dire, peut-être que quand tu es sur le terrain, tu es joueur, tu as un petit peu plus d'expérience que d'autres, tu deviens leader. Naturellement, il y a des choses que tu as vues, il y a des choses que tu peux partager, il y a des comportements que tu vois, que tu peux, entre guillemets, discuter avec un joueur, tu peux être proche de lui. Et je me suis dit, pourquoi pas, au bout d'un moment, pourquoi pas passer de l'autre côté. Ce qui m'a précipité dans ce choix, c'est que j'ai une douleur au genou. J'ai une douleur au genou à cause du synthétique. L'usure du synthétique a fait que le lundi, mardi, mercredi, après les matchs, c'est dur de monter les escaliers. Ouais, c'est dur de monter les escaliers. Donc je me suis dit que devenir éducateur, ça aurait été une bonne opportunité pour moi. J'aime le foot. Pouvoir partager avec les plus jeunes ou les moins jeunes, ça aurait été une bonne chose pour moi. Donc c'est pour ça que je me suis dirigé vers ce rôle d'éducateur. Avant de laisser la parole à Mehdi et à Kevin, tu es revenu au club du RC Gonesse en 2020 ? Oui, c'est ça. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Et je l'ai appris. Les infos sont très bonnes. On me le dit en direct dans l'oreillette que je n'ai pas. On m'a dit une année sur 2, t'es adjoint, et l'autre année, t'es numéro 1. Je le rappelle à nos auditeurs, auditrices, cette année, t'es adjoint. C'est ça. Est-ce que ça sous-entend que l'année prochaine, tu vas être numéro 1 ? Je ne sais pas ce qui va se passer pour plus tard. Ce que je sais, c'est que cette année, je suis avec Manuel Lemoine, qui m'a entraîné, plus jeune, qui m'a entraîné lorsque j'étais à Saint-Brice. C'est quelqu'un que je connaissais déjà par... De très compétent. Ouais, de très compétent, que je connaissais déjà à Saint-Brice, qui a fait un énorme travail à Villiers-le-Bel, qui est venu cette année rejoindre le club. Et cette année, je suis avec lui. J'espère apprendre de son expérience. Tout ce qu'il va pouvoir me donner, je vais le prendre et pour pouvoir continuer à me former parce que je suis un jeune éducateur toujours. Ça fait que 5 ans que j'entraîne et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Exactement, on apprend tous les jours. Merci Sébastien, je laisse la parole à Mehdi. Non, ce qui m'a marqué chez Seb, effectivement, et, on travaillait ensemble et souvent, tous les matins, on discute football dès notre arrivée. Et c'est vrai qu'effectivement, il le disait que c'était pas pour lui être éducateur. Il est tombé dedans naturellement. Bon, il y a papa qui est formateur au district, qui est bien rodé dedans. Donc je pense qu'il l'a un petit peu aiguillé en lui disant... écoute, lance-toi, t'as rien à perdre. Et puis ce qui m'a toujours marqué chez Seb, c'est son calme, en fait, que ce soit sur le terrain comme en dehors. Même à la radio. Ouais, c'est quelqu'un, en fait, c'est ça que... Et je devrais prendre exemple d'ailleurs, parce que c'est vrai que là-dessus, quand tu l'observes à travers les matchs, il fait ressentir à ses joueurs qu'il faut être serein, en fait, sur un terrain de football. Et c'est ça qui m'a marqué, voilà, au-delà de la personne qu'il est. Et il a que 5 ans d'expérience, mais il va durer, il va encore continuer, peu importe le poste, ça peut être adjoint. Il était bien sur de la 14D4 il y a quelques années, et ça l'a pas gêné. Mais toi qui le connais mieux que nous trois autour du plateau, Mehdi, est-ce que tu peux pas lui poser la question que tu t'es toujours posée, que tu n'as jamais posée, et là tu pourrais la poser en direct? Pas vraiment, juste... de passer déjà de la 14D4 à une senior D1, déjà, c'est pas le même travail, c'est pas les mêmes attentes.
Et c'est pas tout le temps évident. Lui-même m'en parle. Il me dit des fois, c'est compliqué. Des joueurs qui ne savent pas faire un contrôle, une passe, être patient, leur expliquer. L'année prochaine, je vais passer sur de la D1. J'ai un petit peu d'appréhension. Il me l'avait dit. Il m'a dit, c'est pas facile. Mais justement, comment tu as passé ce cap? De la D4 à la D1. De U14 D4 avant la Ligue 1. De U14 D4 à Senior D1. En fait, moi, je suis quelqu'un qui s'adapte énormément. Je reste le même dans toutes les choses que je fais. C'est-à-dire que quand je suis avec les U14, je me donne à 200%. Quand je suis avec les seniors, je me donne à 200%. Quoi que je fasse, j'essaie de le faire à 200%. Maintenant, la capacité d'adaptation, je pense que c'est ça qui fait que j'arrive à m'en sortir. Après, c'est vrai que le dialogue et même le football demandé en U14 D4 et en senior D1 n'a rien à voir. Mais je pense que c'est surtout comme tu disais, mon calme, mon observation et savoir où je suis. C'est-à-dire que quand je suis avec les 14, savoir que j'ai des enfants qui découvrent le foot. J'ai des enfants qui ne savent pas forcément faire des contrôles, qui ne savent pas faire certaines choses. Et savoir switcher après avec les seniors. Je pense que c'est une capacité d'adaptation. En tout cas, c'est vraiment un point fort parce que pour être au quotidien avec des éducateurs, pour les recruter, quand tu leur proposes une catégorie où la division est assez basse, tout de suite, c'est les mêmes réflexions qu'on a. Ouais, mais t'as vu, ils savent pas faire une passe, ils savent pas tirer. Et avoir cette réflexion, c'est la meilleure. Il y a pas. Après, je pense aussi qu'il y a certaines personnes qui sont éducateurs et qui pensent qu'à elles. Et d'autres formateurs. Et je pense que souvent, c'est ma façon de voir les choses. C'est-à-dire que je vais entraîner des jeunes, c'est eux qui passent avant moi. Moi, mon plaisir, je l'ai pris. Moi, maintenant, je suis là pour eux. Et je pense qu'il y a beaucoup d'éducateurs qui sont plutôt dans « moi, je veux mes résultats, je veux tel truc, donc j'ai un tel comportement et je suis agacé par certains joueurs. » Alors que je pense qu'il faut être dans une autre approche où là, on est là pour les accompagner, on est là pour leur donner des billes pour qu'ils puissent être meilleurs demain. Ça ne veut pas dire que demain, ils seront les futurs Kylian Mbappé, mais déjà, humainement, pouvoir leur apporter, que ce soit le respect, que ce soit certaines valeurs. Et je pense que ça, c'est super important. Ça dépend la vision de l'éducateur. Est-ce que tu viens pour les enfants ou est-ce que tu viens pour le lundi matin aller dire à tout le monde j'ai gagné mon match? Ça dépend. Exactement, de beaucoup de choses. Ça tombe bien. On a en plateau un éducateur, formateur agacé. Il a, je pense, beaucoup de questions de poser. Non, agacé, pas du tout. Au contraire, c'est des discours qui font du bien à entendre. Déjà, beaucoup de respect pour ton implication sur des jeunes. Alors, par le passé, parce que visiblement, là, tu as basculé plutôt chez les grands, mais on a besoin de personnes qui ont envie de s'investir en pensant d'abord aux enfants. Ça, c'est déjà important de le dire. On a eu Guiraud au téléphone, il y avait beaucoup d'humilité, on en entend aussi beaucoup là. Exactement. Évidemment, la carrière est un petit peu différente, mais les valeurs humaines se transmettent à tout âge et à tout niveau. Donc déjà, bravo pour ça, parce que je ne te connais pas en dehors. Non, savoir quelles étaient, si tu en avais, des ambitions, des envies pour le futur, parce que comme tu disais, tu as commencé à entraîner il y a relativement peu de temps. Est-ce que l'idée, c'est de continuer sur les seniors parce que c'est le football qui semble te correspondre? Est-ce que éventuellement repartir sur des jeunes pour les accompagner dans leur formation, c'est quelque chose que tu voudrais refaire? Quelles sont tes envies pour la suite? Mes envies pour la suite, déjà, avant de prendre la place de Manu. Avant de gagner la Coupe de France. Non, mes ambitions, c'est déjà dans un premier temps, c'est toujours le partage. Pour moi, le foot, c'est vraiment le partage. C'est ce qui m'anime depuis que je suis tout petit. C'est vrai que je suis un compétiteur, mais c'est vraiment ce qui m'anime depuis tout petit. Après, peu importe que ce soit senior ou les plus jeunes, Mais le management n'est pas le même. Le management n'est pas le même, mais comme je disais, je suis au début. Donc moi, je vais vouloir toucher un petit peu à tout, me perfectionner dans tout pour pouvoir après me dire, bon, ça non, ça oui, ça non. J'ai été... Au club, j'ai été responsable de la classe foot, ce qui est un genre de sport-études aussi. Donc, j'ai touché un petit peu à tout. Après, je pense que les jeunes,
c'est une certaine philosophie et les seniors, c'est une autre philosophie. Donc moi, je m'arrête pas. En fait, je m'arrête pas. Tant que je peux aider, je vais le faire. Ben, c'est intéressant ce que tu dis. Et quels sont alors tes principes de jeu? Ben, je n'ai pas de principe de jeu particulier. Je m'adapte à ce que je peux voir par rapport au groupe que j'ai. Souvent, on peut avoir des principes de jeu. Moi, je vais jouer comme ci, moi, je vais jouer comme ça. Et tu te retrouves en début de saison avec des joueurs qui sont incapables de faire ce que tu veux faire. Moi, je suis surtout dans... Ma philosophie première est de tout donner sur un terrain de foot. C'est-à-dire que dans l'engagement, dans le respect et dans la détermination. Après, les autres choses, on peut les modeler avec les joueurs qu'on a. On peut avoir un projet de jeu ou un principe de jeu bien établi, mais il faut avoir les joueurs qui vont avec. C'est-à-dire que tu veux repartir de derrière comme tout le monde veut repartir de derrière, mais tes joueurs ne peuvent pas le faire. Savoir que avec ces joueurs-là, je vais jouer de telle façon, telle façon, telle façon. Donc moi, je m'enferme dans rien du tout. J'aime pas m'enfermer dans telle catégorie, dans telle case. Voilà, lui, il fait ci, il fait ça. Non. Moi, c'est par rapport à ce que j'ai, comment je m'adapte. Avant de laisser de nouveau la parole à Mehdi et à Kevin, et pour rebondir sur tes derniers propos, système ou les joueurs, qui passent en premier? Pour moi, je pense que c'est les joueurs. Selon les joueurs qu'on a, on peut mettre une structure par rapport aux joueurs qu'on a. Même si, voilà, en tant qu'être humain, on a chacun nos idées, chacun nos envies, mais par rapport aux joueurs, on peut modeler et structurer ce qu'on a à faire. D'accord. Kevin, une autre question pour Sébastien? Ouais, non, je compare un petit peu avec ce qui se fait tout en haut. Il y a pas mal d'entraîneurs dogmatiques aujourd'hui qui ont leurs principes, qui n'en bougent pas. Toi, j'ai l'impression que tu es plutôt pragmatique. Cette efficacité, comment tu vas être capable de la transmettre aux joueurs qui, eux, vont des fois vouloir se prendre pour d'autres. On a déjà vu des défenseurs centraux qui disent « moi je peux jouer au milieu de terrain », des joueurs un petit peu bruts qui se prennent pour d'autres, qui voudraient faire des choses qui ne leur correspondent pas. Comment tu fais passer ce message-là, qui est parfois difficile à entendre pour quelqu'un qui aimerait autre chose? Moi, je pense qu'il faut être franc. Je pense que souvent, il faut être franc, il faut avoir une communication claire avec son joueur. Comme tu dis, souvent, il y a des joueurs, on a eu le cas cette année, un joueur qui veut jouer devant, mais il a toutes les caractéristiques d'un défenseur central. Compliqué. C'est-à-dire que c'est un jeune qui a 20 ans, il est content quand il gagne un duel, quand il va tacler. Je lui dis, mais tu n'es pas un attaquant. Ah oui. Et je pense que c'est surtout la communication, savoir emmener par le dialogue aussi. Parce que souvent, moi, à mon époque, les coachs, quand ils parlaient, c'était ça, et tu te tais et tu joues. Je pense que maintenant, il faut réussir à amener le joueur à comprendre que, là, il m'a dit ça, peut-être qu'avec de la réflexion, peut-être qu'il a raison. C'est dans mon intérêt, quoi. Voilà, que c'est parce que de toute façon, tout le monde voit son intérêt. Bien sûr. Et surtout, faire comprendre à certains joueurs que, regarde, tu veux jouer tel poste, ok, c'est ton souhait, mais regarde, il y a qui dans la concurrence? Est-ce que tu penses que tu peux jouer avant ces joueurs-là? Et là, certains, ils commencent à réfléchir et se disent, finalement, lui, il est là, il est un petit peu meilleur sur tel ou tel truc, et savoir où est mon rôle? Quel est mon rôle dans une équipe? Tout le monde ne peut pas être attaquant, tout le monde ne peut pas être défenseur, tout le monde ne peut pas être milieu de terrain. Et comme j'aime dire souvent, c'est comme dans une armée, il y en a qui sont médecins, il y en a qui sont en première ligne, mais c'est toujours la même armée, c'est toujours la même équipe, et à la fin, quand on gagne, on est tous ensemble. Ouais, chacun son domaine de compétences. Dernière question pour toi, Mehdi. Ouais, j'en aurais une petite encore pour moi. Tu te souviens, Seb, on avait parlé, tu étais dans un moment un peu compliqué. Gonesse avait enchaîné 4-5 défaites d'affilée. Oui. Comment tu as géré cet aspect-là et quel message tu as envoyé à ton groupe pour qu'il garde confiance et stopper cette spirale? Tu étais quand même assez inquiet, entre guillemets, bien sûr, parce que c'est du football et je te connais dans ta mentalité. Comment tu as géré ça? C'est vrai que c'est une période compliquée. C'est une période compliquée. Quand tu enchaînes 4 défaites, tout le monde doute. Tout le monde doute, les joueurs doutent, toi tu doutes. En haut, ça doute, que ce soit le directeur technique. Les gens il y a une certaine pression. Surtout que moi, je suis dans une ville où c'est une ville où j'ai grandi, où j'ai joué, où donc les gens attendent beaucoup.
Sur cette période-là, je me suis dit qu'il fallait continuer à travailler. Et que c'était en travaillant qu'on allait pouvoir passer ce cap. Et en travaillant, je me rappelle que c'était le dernier match de l'année 2024 où on joue contre Garges. On joue contre Garges en Coupe du Val d'Oise. Ouais, c'est ça. Et on fait un excellent match. La causerie, j'avais fait une causerie particulière où voilà, j'étais revenu sur chaque joueur, où je leur avais, je les avais motivés, je leur avais rappelé leurs qualités premières pour qu'ils puissent sortir sur le terrain et essayer de moins douter. Et ça avait marché. On a eu ce déclic-là où contre Garges, on fait un excellent match. C'est vrai qu'on perd à la fin, mais on mène 2-0 jusqu'à la 80e minute de jeu. Garges revient et on perd au tir au but, mais à la suite de ce match-là, il y a eu ce petit déclic où les joueurs se sont dit « Ah, ok, on peut quand même passer le cap. » un déclic. Il y a eu un déclic et je pense que rien ne dure. Dans la vie, rien ne dure. Si on continue à travailler, si on continue à être concentré, perpétuelle. Voilà, si on continue à garder, comme j'aime bien dire, la même ligne directrice, au bout d'un moment, ça va payer. En tout cas, je le vois, tu as la ligne et il faut continuer à la garder. Sébastien, dernière question, parce qu'on arrive déjà à la fin. J'aimerais avoir ton regard sur la nouvelle génération. Tout à l'heure, tu disais aujourd'hui, c'est important d'expliquer les choses, oui. Contrairement à avant. Mais est-ce qu'on ne discute pas, est-ce qu'on leur donne peut-être trop la parole aujourd'hui à cette nouvelle génération ? Alors, moi, je trouve que on peut trouver qu'on leur donne trop la parole, mais ils en ont besoin. C'est-à-dire que c'est comme dans tout, on doit s'adapter à son public, s'adapter, mais être aussi ferme. Savoir que voilà, je peux communiquer avec toi, je peux t'expliquer certaines choses, mais quand je prends une décision, c'est cette décision-là que j'ai prise. Et tu dois la respecter aussi, parce que quand tu viens me parler, moi je t'écoute et je discute avec toi. Par contre, quand moi je prends une décision, il faut que toi aussi tu puisses comprendre que voilà, le coach il a pris sa décision. Quand moi j'avais besoin d'explications, il me les a données. Et je pense que c'est le respect mutuel qui est très important. Mais il faut faire attention à ne pas rentrer dans un truc où on doit tout leur expliquer, tout leur est dû. Je pense que c'est important un piège. De garder des distances. Ouais, je pense que c'est un piège. En tout cas, merci Sébastien d'avoir répondu à toutes nos questions. On arrive à notre fin. En tout cas, merci à vous. Chers auditeurs, auditrices. Comme à chaque fois, dernier tour de table. Et comme je vois que mon ami Mehdi a le grand sourire, je vais lui redonner la parole. Merci Mehdi d'être passé. De rien, Farid, il y a eu Guérou. J'attendais un morceau de Seb parce que c'est un très bon chanteur. Il ne vous l'a pas dit. Je peux vous assurer que c'est un très bon chanteur. On va lui laisser un an, la fin de la saison complète et il reviendra en fin de saison. Mais en tout cas, émission exceptionnelle avec Guérou, on peut pas rêver mieux, entouré de Kevin, de Seb, de toi Farid, donc que ça continue. Exactement, merci Mehdi, merci également Kevin d'être passé. Merci Farid, c'est toujours un super moment, effectivement, comme disait Mehdi, avoir Guérou au téléphone c'est exceptionnel. Et puis Sébastien, félicitations pour hier, bonne saison et le meilleur pour la suite. Merci. Exactement, et mot de la fin donc Sébastien, il est pour toi. En tout cas, je vous remercie pour cette invitation qui fait plaisir. Voilà, j'ai pu entendre Guérou qui est vraiment une légende du football français. J'ai passé un excellent moment avec vous. Donc merci pour l'invitation et puis bonne continuation à nous tous. Merci également, c'est vrai. Merci à toi d'être venu. Merci à vous deux, messieurs Kevin et Mehdi. C'est terminé pour ce soir. J'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à l'écouter en podcast. Merci à Guérou, on le rappelle, au téléphone. Merci à Damien pour la technique, toujours au rendez-vous. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et n'oubliez pas, le football, ce n'est que du plaisir. Ciao. RGB 99.2